Bienvenue et bon après-midi. Merci d'avoir organisé ce débat, d'avoir posé une question. Même si je vois bien qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes dans la salle, parce que je connais la plupart des gens et je connais peu de journalistes. Donc, néanmoins, j'ai appris dans le contact avec les médias qu'il faut répondre à leurs questions et qu'ils n'apprécient pas si on parle d'autre chose que de votre question. Les conventions de Genève sont-elles respectées? Évidemment, si vous avez des questions sur une autre question intéressante qui est celle de savoir sont-elles encore adaptées à la réalité des conflits d'aujourd'hui, on peut en débattre dans les questions. Sont-elles respectées? Et là, je provoque beaucoup de gens avec ma réponse, oui, mais elles devraient être mieux respectées. Et que pouvons-nous faire pour les faire mieux respecter? J'explique d'abord ma réponse scandaleuse. Oui, parce que d'abord il faut comprendre que les conventions de Genève font partie du droit international. Et le droit international est tout autre chose que le droit interne des pays. C'est un droit, comme a dit un des plus grands internationalistes, sans loi, ni juge, ni gendarme. Et ça, c'est la chance quand on parle en français, qu'il y a une différence entre droit et loi. Et beaucoup de gens ont l'illusion que quelque part, il devrait y avoir un État mondial, un gouvernement mondial, une police mondiale qui arrête tout de suite les violations et que tout ça, c'est la faute du droit international, mais non, c'est les peuples, c'est vous, c'est nous, qui ne voulons pas un État mondial, mais nous voulons des États souverains et égaux, et les peuples qui n'ont pas encore un État veulent justement un État, et pas un État mondial. Donc, et même une communauté qui est très orientée vers le droit comme l'Union européenne, comment a-t-elle réagi récemment à sa condamnation par l'organe d'appel de l'OMC pour les subventions qu'elle donne à Airbus. Donc ça, c'est notre rêve. Il y a un tribunal à l'OMC. En droit humanitaire, il n'y en a pas. Elle a réagi en disant si les États-Unis, comme elles ont le droit sous ce jugement, vont taxer le champagne et le parmigiano, nous, on va prendre des contre-mesures. Ça, c'est comme si moi, un policier me donne une amende et je dis, si vous me donnez une amende, je donnerai une mauvaise note à votre fils qui est mon étudiant. Donc, on est très loin de la rule of law, de la primauté du droit en droit international, mais il existe tout de même ce droit international parce que les États y croient, font des arguments. Vous êtes dans une position bien meilleure quand vous pouvez invoquer le droit international que quand vous ne pouvez pas le faire, mais il ne faut pas avoir des illusions comme quoi il y aurait quelque part là-haut une autorité qui va arrêter les violations. Ça n'existe pas, et ça n'existe pas parce que les peuples ne veulent pas une telle autorité. Une chose, à mon avis tout de même, il y aurait très peu de conflits non internationaux si les droits humains étaient respectés mondialement. Périodique pour discuter du respect du droit humanitaire et les États ne l'ont pas voulu. Et donc, il faut penser à autre chose. Une chose importante, évidemment, je ne suis pas neutre parce que je suis professeur de la formation. Il faut former des jeunes et des moins jeunes, leur expliquer le droit humanitaire. Et il y aurait évidemment aussi un rôle important de tous les États et les opinions publiques qui devraient faire de la pression sur, non pas l'État, le méchant quelque part ailleurs, sur leur propre État, où ils sont électrices et électeurs, de dire vous avez une obligation non seulement de respecter, mais aussi de faire respecter. Et faire respecter signifie que la Suisse et le Madagascar ont une obligation de faire ce qu'ils peuvent pour faire respecter aux partis en Syrie le droit humanitaire. Et puis bon, quand on livre des armes, il faudrait aussi
veiller à ce que ces armes soient utilisées en conformité avec le droit international humanitaire. Merci. Merci, professeur. Qui s'occupe des commentaires par rapport aux conventions de Genève. Vous êtes d'ailleurs le chef de ce comité au CICR qui s'occupe de ces commentaires, de cette mise à jour, Monsieur Jean-Marie Bunkert, de bien vouloir prendre la parole. Oui, merci Madame Baline et bon après-midi aussi. Donc merci de m'avoir invité à ce débat. Et moi j'aimerais aussi donc répondre à la question qui nous a été posée par oui. Les conventions sont-elles encore respectées? Oui, elles sont encore respectées, mais comme le professeur Sassoli il a bien expliqué, ça n'intéresse guère les médias, donc on n'en lit rien dans les médias, c'est que les violations qui sont rapportées. Donc on a l'impression effectivement que le DIH ou les conventions de Genève ne sont plus respectées et que c'est catastrophique. Et donc la question se pose, est-ce que c'est pire qu'avant ou non? Ou qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les conventions sont encore valables quelque part? Parce que si elles ne sont pas respectées, jamais respectées, faut-il pas les abolir et puis oublier, on n'en parle plus? Mais en réalité, donc, ce n'est pas le cas parce que nous avons plusieurs projets qui montrent que les conventions sont effectivement encore pertinentes, valables et respectées. Et je vais juste mentionner 5 projets qui montrent la pertinence de ces conventions. Et aussi un aspect qui évidemment montre qu'il y a aussi des défis. C'est évident que les conventions de 1949 peuvent être, ou sur certains domaines, doivent être mises à jour eux-mêmes pour être adaptés à la réalité d'aujourd'hui. Mais donc, un premier projet que nous avons mené, qui a abouti en 2005 à rédiger un rapport sur les règles coutumières du droit international humanitaire, a montré justement que la plupart de ces principes et règles principales des conventions de Genève ont été acceptées et sont devenues des règles coutumières du droit international humanitaire. Ça veut dire qu'au-delà de leur statut comme convention qui lie les États à ces conventions, elles sont aussi valables comme droit coutumier, liant donc tous les parties à tous les conflits, et que ces règles sont aussi plus largement applicables à des conflits armés non internationaux, qui est la réalité d'aujourd'hui. Donc c'est aussi déjà une adaptation, si je peux dire, du droit humanitaire à la réalité actuelle, parce qu'en 1949, les conventions étaient adaptées largement pour les conflits armés internationaux. Et puis, il n'y avait qu'un article, l'article 3 commun, que vous connaissez peut-être, qui était une mini-convention applicable aux conflits armés non internationaux. Et donc, cet article 3 commun est devenu un des articles, une des règles principales des conventions. Mais donc, à travers la pratique des États, beaucoup d'autres règles sont devenues coutumiers et s'appliquent aussi donc, dans les conflits armés non internationaux. Et nous avons continué à mettre à jour la pratique qui était à la base de cette étude. Donc, entre la publication de cette étude en 2005 et maintenant, disons, 2019, on a rajouté de la pratique et cette mise à jour nous montre que les règles et les principes ne sont pas remis en cause, que pour la plupart, les États et les parties au conflit ne remettent pas en cause les règles eux-mêmes, mais plutôt donc leur application, leur interprétation. Par exemple, personne ne remet en cause l'interdiction des attaques contre les civils, mais c'est évidemment quand il y a des allégations de violation, c'est des débats sur est-ce que ces attaques étaient légales ou non, par exemple par rapport au principe de proportionnalité qui a été mentionné, ou est-ce que ces personnes étaient des civils? Peut-être ce n'étaient pas des civils, c'était des combattants. Donc il y a des débats autour de la règle même, mais la règle elle-même n'est pas remise en question. Ou par rapport à l'interdiction de la torture, il n'y a aucun État qui dit oui, nous torturons parce que nous avons affaire à des terroristes, donc nous avons le droit de torturer. Mais ils disent plutôt que c'est des formes d'interrogation très, très intenses, mais ce n'est pas de la torture. Donc on argumente dans la règle, mais on ne nie pas l'existence de la règle. Donc ça montre que ces règles sont quand même là et elles ont une force que même les États les plus puissants au monde ne peuvent pas nier et se voient contraints de respecter. Et ces règles sont aussi devenues très connues parce que tout le monde maintenant sait que s'il y a un incident au Yémen ou au Soudan, s'il y a une attaque contre un mariage par exemple, comme ça a eu le cas en Yémen,
qu'il y a des règles qui s'appliquent à ça et que peut-être c'était une attaque illégale. Donc on réagit et on sait qu'il y a un cadre. Je ne sais pas comment c'était peut-être dans les années 60 ou 70 quand il y avait la violence en El Salvador ou Mozambique, Angola. Est-ce que c'était la même chose? Est-ce que c'était la même réaction? Est-ce qu'évidemment ces images n'étaient pas disponibles ou peut-être pas si rapidement, je ne sais pas. Ou donc si c'était déjà le cas, voilà, cet intérêt et cette reconnaissance des règles a continué à exister. Donc je pense que ça c'est important, les conventions sont respectées, les conventions sont devenues une partie du droit coutumier et les principes et les règles principales ne sont pas remis en question en fait. Les États voient que ces règles existent et qu'elles doivent d'une façon ou d'une autre les respecter. On a aussi donc un autre projet que Mme Baline a mentionné, c'est donc la mise à jour des commentaires aux conventions. Ce n'est pas la mise à jour des conventions. Les conventions sont là depuis 1949, on n'y touche pas, ça serait difficile de les mettre à jour aujourd'hui, puisqu'on a 190 États, et donc d'arriver à un accord entre 190 États, ça serait difficile. Mais donc les commentaires qui ont été faits par le CICR dans les années 50, article par article, sont en train d'être mis à jour sur la base de la pratique ultérieure à l'adoption des conventions. Parce que les conventions doivent être interprétées à la lumière de la pratique ultérieure de la jurisprudence. Et donc évidemment, comme c'est toujours le cas, et là le droit national est un peu la même que le droit international, c'est que tout est dans le détail et dans l'interprétation. Qu'est-ce que la règle veut vraiment dire? Quelle est la définition? Qu'est-ce qu'un civil? Qu'est-ce qu'une attaque? Qu'est-ce qu'une attaque indiscriminée? Qu'est-ce que c'est le principe de proportionnalité? Et là autour, évidemment, il y a beaucoup de débats. Et donc, les commentaires visent à donner des interprétations à ces règles. Donc, de donner plus de détails de ce qu'il y a dans les conventions. Et évidemment, comme ces commentaires datent des années 50, elles n'étaient plus à jour et elles étaient aussi très incomplètes. Elles ne traitaient pas de plein de thèmes qui sont survenus depuis 1949. Et donc, par exemple, le commentaire à l'article 3 commun, qui était donc devenu l'article le plus important sur les conflits non internationaux, dans le commentaire original qui était connu comme le commentaire Pictet, ça faisait 25 pages de commentaires sur cet article, et maintenant nous avons environ 200 pages ou 250 pages de commentaires sur cet article, évidemment sous l'influence de justement cette pratique et cette jurisprudence internationaux qui ont eu lieu depuis la Convention continuent à être pertinents, sont toujours d'actualité. Évidemment, la plupart des règles d'actualité pour les conflits armés internationaux, dont il y en a quelques-uns quand même, et aussi de l'article 3 commun pour ce qui est des conflits armés non internationaux. Et donc, les conventions doivent être appliquées et interprétées à la lumière de la réalité d'aujourd'hui. Donc, elles ne sont pas dépassées, elles ne sont pas devenues obsolètes ou impertinentes. La plupart des règles sont encore valables et les États continuent à les reconnaître et les appliquer et les intégrer dans leur manuel militaire. Sassoli a mentionné, c'est cette tendance, surtout dans les médias, évidemment dans les médias, de se focaliser sur les violations. Donc il n'y a pas de rapport, le CICR ne fait pas de rapport sur le respect du DIH, les médias ne font pas des headlines sur le respect du DIH en Syrie, en Soudan du Sud ou au Yémen. C'est que des nouvelles négatives, quoi, qui effectivement peuvent donner l'impression que le DIH n'est plus valable et donc attaquer la crédibilité de ces conventions de Genève. Et donc pour cela, il y a une initiative justement de récolter des cas qui montrent le respect du DIH. Donc quelque part, justement, faire ce qui n'existe pas, c'est des rapports d'application positifs. Et ça se fait maintenant en ligne dans un outil qui s'appelle en anglais IHL in Action, le DIH en action, où donc plusieurs équipes d'étudiants, de jeunes, récoltent des sources publiques, des informations, des nouvelles sur le respect du DIH dans des conflits divers. Et ça justement pour contrer un peu cette rhétorique négative autour du respect des conventions de Genève. Et
en lien avec ça, il y a un autre récent, c'est des études sur l'impact du VIH, donc pour montrer par des recherches scientifiques, étudier le rôle du VIH dans la réduction des coûts de la guerre. Donc il vise à contribuer à un respect accru du droit en fournissant donc des arguments pratiques sur la manière dont le VIH peut améliorer la vie des personnes. Donc c'est pour contrer les arguments que si on respecte le droit, par exemple je vais perdre la guerre, ou si je respecte le droit, ça ne me rapporte rien. Et par contre, pour aussi soutenir les thèses que nous avons défendues, qu'on entend souvent, mais donc soutenir ces thèses par des recherches scientifiques, que par exemple le respect du VIH va diminuer les déplacements des populations. Donc est-ce que c'est vrai ou pas? Ou le respect du VIH va améliorer les chances d'arriver à un accord de paix? Ça,